Chers amis, bonjour. Nous reprenons notre étude sur les lois du Shabbat. Nous étions notamment dans la préparation sur le Shabbat et nous avions parlé dans le dernier cours de la préparation du Shabbat par les habits, par une maison propre et par la préparation corporelle qui incluait donc le fait de se laver les cheveux, de se couper les cheveux, de se raser pour les hommes. Et maintenant, nous allons parler, toujours avec le Rav Melamed, dans les Pnimei Halacha, de la préparation, la mitzvah, de s'associer aux préparatifs du Shabbat. Alors, il est dit dans la paracha Beshalach, Vehaya bayom hashishi, vechinu et asher yaviu. Ce fut le 6e jour, donc le vendredi, et ils ont préparé ce qu'ils avaient amené. De là, on voit qu'il y a une mitzvah de préparer le vendredi les besoins, les nécessités du Shabbat. Et même quelqu'un qui est riche, même quelqu'un qui est socialement respecté, mis en avant, et qui a des serviteurs, qui a beaucoup de personnes à son service, eh bien, il s'agit pour une mitzvah, pour lui aussi, de s'associer aux préparatifs du Shabbat sans compter uniquement sur les personnes qui sont à son service, sur ses employés. Il faut qu'il puisse bouger, il faut qu'il puisse préparer lui-même durant la semaine les préparatifs du Shabbat. Alors, on pourrait se dire, si on est aisé, si on est dans cette situation, mais comment? J'ai travaillé toute ma vie pour avoir des personnes à mon service, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir des employés, pour avoir des serviteurs, pour avoir une femme de ménage, pour avoir un valet. Et il faudrait que moi, je me déplace moi-même au magasin pour acheter de la damchout et le saucisson pour Shabbat. Ce n'est pas de mon kavod, ce n'est pas de mon honneur. Eh bien, au contraire, il faut savoir que c'est ça précisément l'honneur de l'homme, c'est-à-dire faire attention à l'honneur, au kavod du Shabbat. Et mettre en avant le Shabbat, montrer justement que l'on est prêt à s'investir dans des tâches qui, a priori, ne nous plaiseraient pas forcément. Qui sont les hommes qui aiment faire les courses? On a tous vu des messieurs qui sont au supermarché en train de faire les courses, et peut-être moi le premier. On est avec la liste de notre femme, alors on regarde la liste. Alors aujourd'hui on a le téléphone, on regarde sur le téléphone, et à chaque article on appelle, allô chérie, dis-moi est-ce que c'était bien cet article-là ou est-ce que c'est un autre? Et évidemment c'est compliqué de faire les courses pour un homme, c'est difficile. Eh bien, nous dit la halakha, même si c'est compliqué, même si tu ne comprends pas l'intérêt de distinguer, il faut telle boîte d'anchois ou telle boîte d'anchois, il faut un peu de hareng ou un peu de hareng, voilà, comme ça, on a dit la damchout et les anchois, c'est séparate, et le hareng, c'est les ashkénazes, comme ça, personne n'est mis de côté. Donc, il faut le faire. Il faut y aller, il faut s'investir et montrer que c'est ça, justement, l'honneur du Shabbat. Et même quelqu'un, nous dit le Pnimei Halacha, qui est investi dans la Torah, même quelqu'un qui étudie au Kollel, même quelqu'un qui prépare, qui enseigne à la yeshiva, il faut garder du temps pour les préparatifs du Shabbat, de s'associer lui-même personnellement en préparant quelque chose pour le Shabbat. Et on raconte ainsi dans le Talmud, au traité Shabbat à la page 119, à propos des grands d'Israël, des maîtres dont nous puisons l'enseignement, qui s'associaient eux-mêmes personnellement à la préparation du Shabbat. Ainsi, Rava, le grand maître Rava, qui fait partie des Amoraïm, il salait lui-même le poisson à l'arrivée du Shabbat. Rav Chizda, il coupait les légumes de manière très fine à l'approche du Shabbat. Rabba et Rav Yosef, ils coupaient du bois pour préparer le feu qui allait rester allumé durant Shabbat pour se chauffer durant le Shabbat. Rabbi Abaou et Rabbi Zera, ils allumaient le feu pour la préparation des plats du Shabbat. Rav Huna et Rav Papa, ils préparaient eux-mêmes les nérotes du Shabbat. C'était leurs femmes, évidemment, qui allaient allumer les nérotes, mais eux, ils préparaient. Ils mettaient des mèches dans l'huile, et pour que leurs épouses, lorsqu'elles viennent allumer les nérotes du Shabbat, elles aient jusqu'à allumer. Effectivement, on nous dit aussi aujourd'hui dans la halakha que le mari, il est bon qu'il aide sa femme à la préparation des nérotes du Shabbat. C'est elle qui allumera, c'est elle qui fera la bénédiction, mais lui, il est bon qu'il
préparent, qu'ils mettent en avant, qu'ils s'associent donc à la préparation du Shabbat. Rav Nachman, il nettoyait lui-même la maison et il s'occupait justement de mettre de côté tout ce qui était sale, de mettre la poussière de côté. Donc, incroyable, comment un Rav comme Rav Nachman, qui étudiait la Torah jour et nuit, dont nous apprenons de lui constamment dans le Talmud, il s'arrêtait. Il s'arrêtait un moment dans la semaine, sûrement le vendredi, pour nettoyer sa maison. Pourquoi ? Pour l'honneur du Shabbat. Donc, évidemment, on pourrait continuer comme ça à raconter des histoires de grands rabbanim qui préparaient, qui faisaient eux-mêmes, qui mettaient la main à la pâte, comme on dit aujourd'hui, dans les préparatifs du Shabbat. Mais il faut bien insister que l'on parle de personnes nirbadim beyoter, des personnes extrêmement respectables, des personnes extrêmement honorables, que dans leur génération, il n'y avait pas des personnes aussi honorables qu'elles, et des grands de la Torah, des responsables du tzibour, de la communauté. Rabba et Rav Yosef, lorsqu'on parle d'eux, c'était les grands maîtres des académies talmudiques, les yeshivot de Babel, de Babylonim. Et à cette époque-là, ils étaient extrêmement importants, si bien qu'on allait leur poser des questions du monde entier. Eh bien, malgré tout, ils savaient mettre la main à la pâte dans les préparatifs du Shabbat, comme c'est exceptionnel. Les Rachamim nous enseignent par ailleurs dans la Gemara, toujours la Gemara Shabbat à la page 34, il y a 3 choses que l'homme doit dire à l'intérieur de sa maison la veille de Shabbat. On est encore dans les préparatifs du Shabbat, juste avant le Shabbat. Il faut demander, est-ce qu'on a prélevé le Maaser ? Le Maaser, c'est le 10e de nos biens que l'on devait donner auparavant aux Lévis, le Maaser. Et aujourd'hui, le Maaser, prélever le Maaser, on connaît ça notamment en Eretz Israël. Il y a prélevé le Maaser sur les fruits, sur les récoltes. Et à l'époque, c'était quelque chose de courant. On parle de la Mishnah, on parle de ce qui se passait en Eretz Israël. Donc, prélever le Maaser. Il devait demander ce qu'on a prélevé, ce Maaser. Et sinon, si on ne l'avait pas fait, qui le faisait ? Lui-même, celui qui demandait. On doit demander ce qu'on a préparé, le Eruv Chatzerot. C'est quoi le Eruv Chatzerot ? Le Eruv Chatzerot, c'est s'il y a des juifs qui habitent, plusieurs familles juives qui habitent à l'intérieur de la même cour ou à l'intérieur du même bâtiment ou du même immeuble. Il est interdit par les rabbins de porter à l'intérieur de la même cour, bien que ce soit un domaine privé, puisque la définition d'un domaine privé, c'est un domaine qui est entouré de 4 parois. Et la cour, effectivement, est entourée de 4 parois. De même, l'immeuble lui-même est entouré de 4 murs. Évidemment, à l'intérieur, on aurait le droit de porter d'après la Torah, mais les Rachamim ont interdit par peur qu'on en vienne à porter à l'extérieur dans le domaine public, ce qui constituerait évidemment une interdiction. Donc, pour pouvoir porter à l'intérieur de l'immeuble, lorsqu'il y a plusieurs familles qui habitent ensemble et qui auraient besoin de déplacer des aliments d'un endroit à l'autre, ou même simplement de pouvoir descendre, porter les enfants en bas âge, les poussettes, alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait le Eruv Chatzerot, qui est un procédé permettant de pouvoir porter à l'intérieur de cet immeuble ou à l'intérieur de cette cour. Donc on demande, est-ce que vous avez fait le Eruv Chatzerot ? Et sinon, si ça n'a pas été préparé par son épouse ou par ses enfants, qui le faisait lui-même ? Celui qui demande. Est-ce que vous avez allumé les nérotes de Shabbat ? Est-ce que ça y est, c'est le temps, on voit que le temps va arriver, est-ce que vous avez allumé ? Alors, à ce moment-là, si on lui disait non, là il disait à son épouse, il faut d'une manière très calme, d'une manière très posée, il faut le faire maintenant, il est le temps de le faire. Donc ça veut dire bien qu'il y a une préparation à la veille de Shabbat, faire en sorte avant qu'on arrive que tout soit bien préparé. Aujourd'hui, nous dit le Rav Melamed, à part l'exemple des Nérotes qui est d'actualité, l'exemple du Eruv Chatzerot aussi, on pourrait le dire, cette idée-là de faire en sorte, de faire attention à que tout soit préparé la veille de Shabbat se retrouve dans d'autres domaines très fréquents et des erreurs que l'on aurait tendance à faire tous. Un exemple très concret, très terre-à-terre, le papier toilette. On sait qu'on n'a pas le droit de découper à Shabbat. Donc comment on doit faire ? On doit prédécouper auparavant du papier toilette.
De même pour les sopalins. Et si on ne l'a pas fait, alors on déchirera en dehors des plis qui sont faits exprès pour être détachés. Mais a priori, pour bien vivre son Shabbat, il faut préparer à l'avance, le prédécouper ou acheter du papier prédécoupé. Un autre exemple, on peut préparer Shabbat en regardant les habits. Qu'est-ce qu'on a dans le costume? Qu'est-ce qu'on a dans le manteau? Qu'est-ce qu'on a dans les poches? Et alors, s'il s'agit d'habits que l'on n'a pas amené au pressing entre-temps, ou même si on l'a amené au pressing, il peut rester quelque chose dans les poches. Alors, il est certain que si on a amené l'habit au pressing et qu'il reste quelque chose dans les poches, ce quelque chose est sûrement devenu inutilisable. Et si c'est un bout de papier, eh bien, il est sûrement devenu illisible. Mais toujours est-il qu'on n'a pas le droit de porter du domaine privé au domaine public, ni du domaine public au domaine privé, ni à l'intérieur même du domaine public plus de 4 amot, c'est-à-dire plus que 2 mètres. Cela constitue un interdit de la Torah, donc on doit faire attention avant de sortir le Shabbat. Est-ce qu'on n'a pas laissé quelque chose dans nos poches? Donc vous voyez, on parlait de ça la dernière fois. On disait il faut essayer le vendredi de ne pas faire tout à la va-vite, mais de se préparer, de se garder un peu de temps le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on fait tout au dernier moment, eh bien, on risque d'oublier quelque chose. On va oublier de laisser allumer une lumière. Ça aussi, c'est un point dont on n'a pas parlé, mais qui est important. Le fait de laisser quelle lumière allons-nous laisser allumer pendant le Shabbat? Alors, il y a des personnes qui vont laisser juste certaines lumières allumées tout le Shabbat, d'autres personnes qui vont préférer utiliser un minuteur pour le Shabbat, mais est-ce que le minuteur, dans ce cas-là, a été bien réglé avant le Shabbat? Est-ce que les papiers ont été bien coupés? Est-ce qu'on a bien regardé dans nos poches? Est-ce que les nérotes ont été allumés? Est-ce que la challah a été bien prélevée lorsqu'on prélève la challah sur les chalotes, sur le pain kadosh que l'on va manger pendant Shabbat? Donc il y a beaucoup comme ça de questions à se poser, beaucoup de préparation, de préparatifs à faire. Et c'est pour ça que si on peut avoir quelques heures avant Shabbat à la maison, s'organiser dans notre emploi du temps pour ne pas travailler le vendredi après-midi, ou du moins rentrer assez tôt le vendredi après-midi pour se laisser le temps, sans parler des choses dont il était question la semaine dernière, le temps de prendre la douche à l'eau chaude, de pouvoir décompresser de la semaine. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui vont se faire essentiellement le vendredi après-midi, et donc il va falloir du temps pour le faire. Alors évidemment, je le répète, je l'avais dit la semaine dernière, on ne peut pas tous choisir son emploi du temps. On ne peut pas tous décider de son emploi du temps lorsqu'on a une autorité supérieure à notre tête, lorsqu'on a un patron. Et des fois, il est déjà très méritoire de rentrer chez soi avant Shabbat et de respecter complètement les 25 heures du Shabbat. C'est déjà fantastique, c'est déjà exceptionnel. Mais pour les personnes qui ont la faculté elles-mêmes de pouvoir gérer, moduler leur emploi du temps ou négocier leur emploi du temps avec leur supérieur, avec leur patron, dans ce cas-là, matov ou manaïm, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est agréable, qu'est-ce qu'il est positif de se garder du temps le vendredi après-midi pour pouvoir faire attention à tous ces préparatifs de Shabbat. Et parmi les préparatifs de Shabbat, il faut également faire attention à ne pas fixer une séouda, ne pas fixer un repas le vendredi après-midi. Parce que le vendredi, c'est donc le jour par excellence de préparation du Shabbat. Donc les Rachamim ont interdit de fixer une séouda ou un michté. Donc là, lorsqu'on parle de séouda ou de michté, on parle d'un grand repas, d'un bon repas. Le genre de repas où on se met à table, on s'attable à plusieurs, on est bien et on va rester du temps. Un peu comme la séouda du Shabbat midi ou du samedi ou du vendredi soir où on prend son temps, on se pose et les plats arrivent les uns avec les autres. Donc les Rachamim m'ont dit, une séouda comme ça, on va rentrer après dans les détails, il ne faut pas la préparer la veille de Shabbat. En tout cas, ne pas faire une séouda le vendredi, mieux, ni en semaine d'ailleurs, mieux que celle que l'on ferait à Shabbat. Parce que, première chose, évidemment, si on mange une grande séouda le vendredi, on n'aura pas faim pour le vendredi soir, pour le repas de Shabbat.
Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des exceptions. Il y a des personnes qui peuvent manger des repas de roi, des repas festifs exceptionnels, matin, midi, au goûter, le soir, et ils ont toujours faim derrière, c'est vrai, mais la halakha, elle est fixée pour la majorité des gens, et la majorité des gens vont avoir une limite dans leur estomac, et s'ils ont mangé à 13 heures ou à 14 heures ou à 15 heures, eh bien, ils sortent de table à 15 heures. Le soir, ça va être très difficile de manger. Et d'ailleurs, on le voit bien lorsqu'il y a des 2 jours de Yom Tov qui se succèdent. Si on voit qu'au bout d'un moment, même si il n'y a pas de Seuda Shlichit, lorsqu'on a mangé un repas le soir, puis un repas le midi, puis un repas le soir, après on n'en peut plus, c'est très très difficile le soir de se remettre à table. Ça dépend des personnes, évidemment. Il y a des personnes qui peuvent, il y a des personnes qui ont la capacité, au terme d'estomac, de pouvoir tout consommer, mais la halakha va d'après la majorité. Donc, premier problème, si on fait une Seuda le vendredi, on n'aura pas assez faim pour le vendredi soir, et du coup, ça sera pogem, ça détériorera le kavod, l'honneur que l'on doit au repas du Shabbat. Et d'ailleurs, c'est également pas très kavod pour sa femme, pour son épouse. Parce que c'est vrai que lorsque l'épouse prépare le repas du Shabbat, qu'elle a mis du temps, qu'elle a pris de son temps, et puis aujourd'hui, nos épouses travaillent très souvent. Donc, elles vont faire ça en sortant du travail le jeudi soir, elles vont préparer le Shabbat. Et si le vendredi après-midi, on est allé se faire une bouffe avec les copains et qu'on rentre le vendredi soir, non chérie, j'ai pas très faim, non seulement c'est pas kavod pour Shabbat, mais c'est pas kavod également, ce n'est pas honorable pour son épouse qui s'est investie à la fois pour le Shabbat et à la fois pour sa famille. La même chose est vraie d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, lorsqu'il y a des kidouches communautaires et qu'on mange trop au kidouche communautaire et qu'on rentre à la maison le samedi midi, on n'a pas faim. Alors, d'abord, évidemment, c'est pas kavod, c'est pas honorable pour le repas du Shabbat midi, mais c'est pas honorable également vis-à-vis de son épouse qui s'est investie, qui a préparé à manger, mais qui a également préparé la table, a fait en sorte que tout soit bien présenté. On arrive, ah non, j'étais avec les copains au kidouche, on a un peu trop mangé, chérie, j'ai pas très faim, tu comprends? Non, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre parce qu'une femme juive, elle s'attend à ce que son mari honore ce qu'elle a fait pour le Shabbat Kodesh, car bien qu'il s'agisse de nourriture, comme on l'a déjà expliqué avec le Rav Melamed, il s'agit ici d'une nourriture qui est à la fois matérielle et spirituelle, car elle est dirigée pour le Oneg Shabbat, pour le délice du Shabbat, qui n'est rien d'autre qu'une mitzvah de pouvoir se délecter du Shabbat Kodesh. Donc en même temps, on sert notre Créateur de la sorte. Donc, quelqu'un qui mangerait une grande Seuda, eh bien, il irait à l'encontre de ces deux choses-là. Il n'aurait pas faim à Shabbat. Et en plus, il fait passer une Seuda de semaine comme une Seuda de Shabbat. Et ça se voit d'autant plus lorsque c'est le vendredi. C'est-à-dire, si on fait un grand repas au restaurant le vendredi midi, super resto, avec un super chef cuisinier, 4 étoiles, 5 étoiles, la toque du chef d'argent ou d'or. On a vraiment mangé des plats exceptionnels. On arrive le vendredi soir et on va manger les plats du Shabbat. On a une épouse de bonne volonté, mais ce n'est pas non plus Cyril Lignac version cachère, et ce n'est pas non plus le chef cuisinier du palace, bien qu'on adore, bien que c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir, on va comparer. Tiens, lorsque j'étais invité au restaurant avec plusieurs étoiles, le mets était quand même un peu plus délicat que ce que je mange maintenant, que la dafina que je suis en train de manger maintenant, ou que la kaila que je suis en train de manger maintenant, ou que le gefilte fish, c'est un peu pour les ashkénazes aussi. Alors, à ce moment-là, c'est pas kavod pour le repas du Shabbat, pour sa femme, mais aussi pour le repas du Shabbat. Ça veut dire que quand c'est un repas qui a été préparé le vendredi, qui a été mangé le vendredi, eh bien, on voit encore plus la différence. Et on a l'impression qu'on va sanctifier un jour de semaine davantage que le jour du Shabbat. Effectivement, ça, c'est un problème. Toutefois, s'il s'agit d'une Seudat mitzvah, d'un repas de mitzvah, à ce moment-là, c'est permis. Par exemple, si on veut organiser un grand repas festif parce qu'il y a eu un traité du Talmud qui a été terminé, ce qu'on appelle Siyum Maseret,
à ce moment-là, ça va être permis. Mais, alors pardon, je me reprends dessus, excusez-moi, ça va être permis de le faire en semaine, mais on ne va pas le placer exprès le vendredi. En revanche, il y a des choses que l'on peut placer que le vendredi. Si le jour de Bar Mitzvah, c'est un vendredi, alors à ce moment-là, on peut faire une Séouda le vendredi, ça va être permis, mais on va le faire intelligemment. On va le faire le vendredi matin et pas le vendredi midi. C'est-à-dire qu'on va préférer un petit déjeuner le vendredi matin pour avoir encore faim pour rentrer dans le Shabbat le vendredi soir. Mais c'est permis parce qu'on est dans la mitzvah, mais à condition que ce soit le jour de la mitzvah. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, beaucoup de personnes croient qu'on ne peut faire des bar mitzvot que le lundi et jeudi. Parce que le lundi et jeudi, ce sont des jours de sortie du Sefer Torah. Alors non, une bar mitzvah se fait en priorité le jour même de la bar mitzvah. Donc, si la bar mitzvah, le jour de la bar mitzvah est un vendredi, eh bien l'enfant mettra les téphilines le vendredi matin parce que c'est le jour de la mitzvah. Le samedi, ensuite, il lira la paracha en entier. C'est le mieux à faire. Après, il y a des permissions au cas par cas de faire peut-être le jeudi d'avant pour faire une lecture de la Torah le jeudi, mais ça c'est à voir avec un Rav, ce sont des hétérim, donc des permissions exceptionnelles à voir au cas par cas avec un Rav. Je ferme la parenthèse sur la bar mitzvah. Également une brit mila, qui aurait lieu le vendredi, donc on parle d'une brit mila en son temps. Évidemment, car s'il s'agit d'une brit mila qui n'est pas en son temps, c'est-à-dire qui n'est pas le 8e jour, par exemple, si un enfant a eu la jaunisse ou un enfant a eu un autre problème de santé, chasvé shalom, qu'il y ait une bonne santé sur tous les enfants d'Israël, Bezrat Hashem, à ce moment-là, eh bien, on ne va pas fixer exprès la Brit Mila le vendredi. Il faudra la fixer un autre jour. Si c'est le Pidyon Aben, également, le rachat du premier-né, qui se fait au bout d'un mois pour l'enfant qui est né par voie naturelle, à ce moment-là, on va le faire le 30e jour. Si le 30e jour tombe à vendredi, là aussi, il sera permis de faire une séouda, de faire une séoudat mitzvah. Mais encore une fois, on peut faire les choses intelligemment et préférer le vendredi matin, le petit déjeuner du vendredi matin, de la faire donc avant Chatzot. Si on ne peut pas faire le matin, au moins commencer avant Chatzot. Qu'est-ce que c'est Chatzot? Chatzot, c'est la moitié de la journée. D'ailleurs, le mot Chatzot, dans les livres de Halacha traduits en français, il est souvent mal traduit par midi. Chatzot, ce n'est pas midi, mais c'est la moitié de la journée. Sachant que dans notre calendrier, dans nos horaires, eh bien, les heures vont être découpées en ce qu'on appelle Shaot Zmaniot, des heures qui dépendent de l'époque de l'année. C'est-à-dire que l'été, forcément, les heures vont être plus longues et l'hiver, les heures vont être plus courtes. Donc, Chatzot, la moitié de la journée en hiver, ne sera pas au même moment que Chatzot, la moitié de la journée en plein cœur de l'été. Et ce qu'ont interdit les Rachamim, c'est précisément une grande séouda, un grand repas. En revanche, faire un repas normal, c'est permis. Faire un repas classique, c'est permis d'après la stricte halakha de le manger le vendredi. Cependant, les Rachamim ont dit que c'est une mitzvah de s'empêcher de manger un repas comme ça avec du pain lorsqu'on approche trop de Shabbat. Mais le vendredi midi, prendre un repas avec le motzi, donc netilat, motzi, birkat Amazon à la fin, c'est quelque chose qui est permis évidemment. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se transforme pas en une séouda festive, ni encore moins en un michté, en un repas avec comment on traduit un michté en français? On en parle évidemment chaque fois à propos de Purim, un festin. Voilà, de ne pas faire un festin, mais oui, un repas normal avec motzi au début, birkat Amazon à la fin, c'est tout à fait possible. L'important, c'est de mesurer ce que l'on va manger pour arriver Shabbat avec la faim pour pouvoir consommer royalement le repas du vendredi soir. Diminuer donc le vendredi après-midi ce qui est gâteau, ce qui est fruits. Évidemment, on a le droit d'en manger un peu par petite quantité, mais avec la condition sine qua non de faire attention à avoir toujours faim lorsqu'on arrive le vendredi soir. Il y avait des chassidim, des personnes pieuses, qui faisaient attention à ne pas manger du tout le vendredi, parce qu'ils pensaient que s'ils mangeaient,
eh bien, ils ne pourraient pas s'empêcher de continuer à manger un peu plus et donc ils arriveraient Shabbat en n'ayant pas faim. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout et même au contraire, c'est même déconseillé d'agir de la sorte parce que si on jeûne, si on ne mange pas, eh bien, on a du mal à recevoir le repas, à profiter du repas. Lorsqu'on a fait un jeûne, le bon repas qu'on va manger après, il va pas être accepté comme s'il va pas être digéré, il va pas être savouré comme si c'était un jour normal. On le voit d'ailleurs lorsqu'on sort d'un jeûne, à Yom Kippour notamment, donc on va manger, on va casser le jeûne, mais on ne peut pas prendre une grande séouda comme si c'était vraiment une séouda de vendredi soir de Shabbat. Donc, il vaut mieux manger de manière raisonnable, prendre un petit déjeuner le vendredi matin, prendre un repas normal le vendredi midi. Si on a un petit creux le vendredi après-midi, alors prendre un fruit ou une petite quantité de gâteau sans dépasser le kabetza de gâteau, les 60 grammes de gâteau, donc que ce soit un petit goûter, mais en s'assurant de pouvoir avoir faim pour rentrer donc le vendredi soir. On arrive maintenant, mais on continuera Bezrat Hashem pour la semaine prochaine. On va arriver à l'interdiction de faire des travaux la veille de Shabbat. Donc on va voir la semaine prochaine de quels travaux nous parlons. Est-ce qu'il s'agit uniquement de travail dans le sens le travail au travail pour un patron, pour soi-même, pour son compte, ou est-ce qu'il s'agit également de travaux, comme on parle des travaux du Shabbat, les 39 travaux du Shabbat qui sont interdits, bien qu'ils ne sont pas liés au caractère professionnel de la chose. Puis nous continuerons par les travaux que l'on peut commencer. Est-ce que l'on peut commencer des travaux avant Shabbat s'ils se terminent par eux-mêmes pendant Shabbat, et ainsi de suite. Nous continuerons c'est à la route Bezrat Hashem la semaine prochaine, en souhaitant, si Dieu veut, que très rapidement ce cours qui avait lieu donc tous les samedis après-midi à la synagogue entre Mincha et Arvit, depuis qu'on ne fait plus la Seouda Shlichit, malheureusement à cause de la Covid, eh bien que on puisse refaire très rapidement ce cours au sein même de notre synagogue Bezrat Hashem, que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema, pour la bonne santé de tous les malades en Israël, pour tous les malades de manière générale de la Covid et des autres maladies, et que le mérite de cette étude des lois du Shabbat puisse permettre à chacun de s'élever auprès d'Hachem et de lui apporter la bénédiction dans toutes nos actions. C'est Hachem. Je dis d'avance, Shabbat Shalom, si vous écoutez ce cours après le mercredi, le moment où on peut se dire Shabbat Shalom à tous. Sinon, une bonne semaine. Kol Tov.